Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous démarrons une petite série d'été, donc en compagnie de Georges Gastaut, donc philosophe, syndicaliste et militant communiste. Donc bon, peut-être que vous le connaissez déjà. On a fait pas mal de vidéos avec lui déjà. Donc Georges a écrit beaucoup d'ouvrages de philosophie marxiste. Donc on a prévu une petite série de vidéos avec lui pour poser les bases de la philosophie marxiste justement. Et aujourd'hui, on démarre cette série avec une première vidéo sur qu'est-ce que le marxisme. Donc bonjour Georges, et je te laisse présenter ce sujet. Voilà, alors bonjour à tout le monde. Oui, alors le marxisme, il faut commencer par le situer un petit peu historiquement. Il faut savoir que donc Marx et Engels sont deux jeunes intellectuels issus de la bourgeoisie allemande, qui sont en rupture de classe, dirais-je pour aller vite, c'est-à-dire qui, bien qu'issus d'un milieu privilégié, vont être amenés à s'écarter de ce milieu et à rallier le combat de la classe ouvrière de différentes façons, pour l'un et pour l'autre, tout en accomplissant aussi un parcours important du point de vue théorique, culturel. Et c'est ça que nous allons aujourd'hui un petit peu baliser. Je voudrais juste dire à ce niveau-là que Marx et Engels, effectivement, ont été confrontés au fait qu'au décours, disons, du XVIIIe et du XIXe siècle, la bourgeoisie, qui était révolutionnaire avant 1789, est devenue conservatrice au fur et à mesure qu'elle devenait une classe dominante, soit par la Révolution, comme en France, soit parce qu'elle s'est coquinée, en quelque sorte, avec les anciennes classes féodales, comme c'était le cas en Allemagne et dans la partie prussienne de l'Allemagne où habitaient Marx et Engels, la Rhénanie. Et donc, comme ils étaient des intellectuels tous les deux critiques, des intellectuels des Lumières, des intellectuels engagés l'un et l'autre pour l'esprit critique, pour l'indépendance intellectuelle et ainsi de suite, eh bien, ils ont été amenés à comprendre que la suite de cette philosophie des Lumières était prise objectivement par la classe ouvrière, que la bourgeoisie ne pouvait plus assumer ce rôle de porteur des Lumières qui a été le sien, en gros, avant la Révolution française. Et c'est ce qui les a amenés petit à petit, donc non seulement à rallier le mouvement ouvrier, le mouvement prolétarien, mais aussi à faire le trajet inverse, si l'on peut dire, c'est-à-dire à apporter au mouvement ouvrier, au mouvement prolétarien, effectivement, ce flambeau des Lumières, ce flambeau de l'esprit scientifique. Et donc, en fait, en gros, au cœur du marxisme, il y a le projet d'unifier les deux facteurs les plus progressistes de notre époque, c'est-à-dire d'une part le mouvement pour l'émancipation de la classe ouvrière vers une société sans classe, c'est-à-dire ce qu'en un mot on appelle le communisme, et de notre côté aussi eh bien, le mouvement des sciences, le mouvement de développement impétueux des sciences qui a démarré avec la révolution copernicienne, qui s'est approfondi avec le rationalisme cartésien, qui s'est poursuivi avec les Lumières, avec Newton, avec Lavoisier, et bon, je ne vais pas faire ici toute une énumération. Ça, c'est le premier élément que je voudrais dire. Et pour finir sur cette partie sommairement historique, je voudrais juste signaler au passage le rôle des femmes dans cette affaire-là, en particulier celui de Jenny, donc Jenny von Westphalen, qui était l'épouse de Marx, et qui était issue, elle, de l'aristocratie, carrément, de l'aristocratie prussienne, et qui s'est ralliée au combat communiste et qui a beaucoup aidé son mari de toutes les façons possibles. Je pense que sans elle, Marx n'aurait pas pu faire tout ce qu'il a fait, et de loin. Et aussi, et surtout peut-être même encore plus, celle-là on la connaît moins, de Mary Burns, qui était une ouvrière irlandaise, que Engels a connue très tôt, parce que bon, Engels avait un père qui était industriel, et lui-même donc il était fils de capitaliste, en quelque sorte, et il a connu le combat de la classe ouvrière anglaise, à travers notamment la révolte des ouvrières irlandaises, avec le double aspect, je crois que c'est intéressant de le voir dès le début, c'est-à-dire d'un côté la lutte de classe des prolétaires, la lutte de classe des femmes prolétaires quand même, et aussi, à l'arrière-plan, la lutte des Irlandais pour leur émancipation nationale face au colonialisme britannique. Donc on a tout ça à l'arrière-plan, et voyez le film, si vous avez l'occasion, Le jeune Marx, qui montre bien tout cela. C'est assez facile d'entrer dans la trajectoire de Marx et Engels à travers ce film qui me paraît intelligent. Alors la deuxième chose que je voudrais dire, pour présenter un peu le marxisme, c'est quelles sont les sources du marxisme.
Alors les sources du marxisme, elles sont d'une part pratiques, politiques, plutôt sociopolitiques, dirais-je, et elles sont d'autre part théoriques et culturelles. Alors d'abord sociopolitiques, on peut dire que, si vous voulez, en gros, Marx et Engels vont travailler au milieu à peu près, vont démarrer, vont fonder le marxisme au milieu du XIXe siècle. L'idéologie allemande est écrite en 1845-46, le grand texte qui fonde le matérialisme historique, et le manifeste du Parti communiste, qui a longtemps été, qui est peut-être encore aujourd'hui le texte, paraît-il, le plus traduit, le plus diffusé au monde avec la Bible, c'est le manifeste du Parti communiste. Donc ça date de 1848 et c'est contemporain de la révolution de 1848 qui éclate en France donc, et qui amène la Seconde République et qui est conduite par la classe ouvrière, même si pour finir la classe ouvrière se fait déposséder de sa victoire et pour finir se fait écraser en juin 1848. Et c'est d'ailleurs une leçon qui entre en résonance directe avec le propos du manifeste communiste, qui est de dire qu'il faut que la classe ouvrière ait son parti, le Parti communiste, sans quoi, quand elle mène des luttes, eh bien, elle les mène pour telle ou telle fraction de la bourgeoisie, elle se fait déposséder, et pour finir, elle se fait écraser. Il lui faut un parti à elle, il lui faut un parti indépendant de la bourgeoisie, c'est-à-dire un parti communiste. Et bon, le texte a été rédigé avant la révolution de 1848, mais il se trouve que les deux événements ont été concomitants, disons, en quelque sorte, et que la révolution de 1848 est venue vérifier, en quelque sorte, ce grand mouvement. Alors, sur le plan, disons, socioculturel maintenant, quelles sont plutôt les sources du marxisme? Lénine les a énumérées, je vais peut-être ici détailler un petit peu les choses. Il y a d'une part un héritage philosophique qu'assument clairement Marx et Engels. Marx était philosophe de formation, il a écrit sa thèse sur l'épicurisme, sur la philosophie des atomistes antiques, donc notamment Démocrite, Épicure, Lucrèce aussi, et bien sûr il était aussi un connaisseur du matérialisme français. Marx était parfaitement francophone, il connaissait bien la philosophie des Lumières françaises et Diderot qui était matérialiste. Et effectivement, donc ce premier aspect, c'est le combat pour le matérialisme, pour une approche purement scientifique des phénomènes de la nature et de la société. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est ce que j'appellerais la philosophie classique allemande. La philosophie classique allemande, c'est-à-dire principalement trois géants de la philosophie qui sont Leibniz, Kant et surtout Hegel. Hegel, notamment, c'est celui qui va parfaire la dialectique, qui va même en faire une logique, qui va construire la pensée dialectique comme une logique. Alors c'est quoi la dialectique, pour le dire vite? Eh bien c'est une pensée qui prend toute chose dans son mouvement, dans son développement, et qui conçoit ce développement ou ce mouvement non pas d'une façon vague et confuse, mais à partir d'une logique, de la logique du déploiement et du dépassement des contradictions. Les choses ont en elles un moteur, c'est la contradiction, sans quoi elles ne bougeraient pas, elles resteraient sur place. Et ces contradictions ne sont pas appelées à rester figées, mais sans cesse elles se dépassent, et elles sont productrices d'un renouveau de l'identité. Marx et Engels n'opposent pas, à la suite de Hegel, l'identité et le mouvement, ils mettent les deux choses en continuité, en quelque sorte. Donc ça, c'est le deuxième aspect, je ne peux pas développer à ce niveau, mais c'est la dialectique, la pensée dialectique qui vient, en gros, de la philosophie allemande. Ils sont aussi les héritiers de l'économie politique anglaise. Ils prennent en quelque sorte le meilleur de la culture de leur époque, si l'on peut dire. Alors là, c'est Adam Smith, c'est Ricardo, par exemple. Ce sont des gens qui donc travaillent effectivement le fonctionnement de la société capitaliste. Et bien entendu, bon, Marx et Engels vont prolonger et dépasser sur certains points l'économie politique classique. Et enfin, c'est l'héritage, je dirais, théorico-politique de la Révolution française et du socialisme utopique. Le socialisme n'a pas été inventé par Marx et Engels, il y a déjà des courants qui se réclamaient du socialisme avant eux. En France, il faut citer les noms, par exemple, de Fourier, ou de Proudhon, ou de Saint-Simon, même si on peut discuter si vraiment c'était des socialistes, des communistes, ou même peut-être seulement des technocrates pour le dernier. Mais il n'empêche que ça existait déjà. Et donc Marx et Engels vont s'appuyer sur ces auteurs, parce que la France est à l'époque le pays classique de la lutte des classes, disent-ils, et par conséquent, ils vont essayer de faire en sorte que leur doctrine puisse marier les trois aspects les plus progressistes
des trois cultures dominantes de l'époque. Il disait que les Anglais avaient la tête économique, que les Français avaient la tête politique et que les Allemands avaient la tête philosophique ou théorique. Eh bien, bon, voilà, tout ça est nécessaire pour finir, une tête marxiste, si l'on peut dire, liée au mouvement de la classe ouvrière. Alors, en quoi consiste la révolution marxiste, la révolution théorique marxiste? Alors, la première des choses, pour aller vite, c'est, j'insiste sur la notion de matérialisme historique. Dans l'idéologie allemande, qui est le premier grand texte marxiste, proprement marxiste, ils ont écrit des textes auparavant, mais Marx et Engels ne sont pas des marxistes, bien évidemment, il a fallu forger tout ça. Et bien dans ce texte, l'idéologie allemande, Marx et Engels vont insister sur la notion de mode de production. Quand on veut concevoir de façon scientifique une société, que ce soit la société allemande de l'époque, que ce soit la société égyptienne de l'époque des pharaons, enfin tout ce qu'on voudra, il faut d'abord partir du fait que, évidemment, dans n'importe quelle société, les hommes doivent d'abord produire, sans quoi ils ne peuvent pas satisfaire leurs besoins, et par conséquent, la société ne peut que s'écrouler s'ils ne commencent pas par faire ça. Jour après jour, il faut que toute société produise pour pouvoir consommer, satisfaire plus ou moins bien ses besoins, de façon si inégalitaire que ce soit entre le haut et le bas de la société, il faut tout de même que ces besoins soient satisfaits, sinon la société disparaît. Et donc, il faut s'appuyer sur les concepts, notamment, de forces productives. Quelles sont les forces productives d'une société? Est-ce qu'elle est fondée, par exemple, sur l'irrigation du sol, comme c'était le cas de la société égyptienne, avec les crues du Nil, par exemple? Est-ce qu'elle est fondée sur le moulin à vent? Est-ce qu'elle est fondée sur la machine à vapeur, comme la société capitaliste émergente du XIXe siècle? Donc il faut connaître d'abord les forces productives de cette période. Et il faut aussi, deuxième chose très importante, connaître les rapports de production de cette époque. C'est-à-dire, en fait, pour simplifier au maximum, les rapports de classe. Qui possède les moyens de production? Il ne suffit pas qu'il y ait des forces productives, il faut savoir au profit de qui elles fonctionnent. Et évidemment, par exemple, qui possède la terre au Moyen-Âge? Ce sont les seigneurs, ce ne sont pas les paysans, même si ce sont les paysans qui travaillent. Qui possède les usines au XIXe siècle? Si ce sont les capitalistes, ce ne sont évidemment pas les prolétaires. Et donc, à partir de là, effectivement, il faut comprendre les contradictions, et là on retombe sur l'aspect dialectique, je vais y revenir, c'est-à-dire voir comment les classes entrent nécessairement en lutte les unes contre les autres, puisque nécessairement quand une classe possède les moyens de production et qu'elle fait fonctionner ces moyens de production à son profit, eh bien une autre classe se trouve exploitée en face. Et par conséquent, il y a une lutte entre elles. Même si la classe dominée spontanément n'est pas la première à lutter, il n'empêche que la classe dominante lutte concrètement contre la classe dominée, puisque son but est d'extorquer le maximum de bénéfices de cette exploitation, qu'elle soit féodale, qu'elle soit esclavagiste, qu'elle soit, selon les moments, capitaliste ou autre. Alors ça, c'est donc un premier point. Le deuxième point, c'est donc le matérialisme dialectique. Le matérialisme dialectique, c'est un élargissement du matérialisme historique, qui ne concerne pas donc que l'histoire, que l'être humain, mais qui concerne l'ensemble des phénomènes de la nature. Il faut concevoir les phénomènes de la nature comme étant pleinement explicables à partir d'eux-mêmes, sans faire entrer en ligne de compte le surnaturel, Dieu, la création, toutes ces choses-là. Il faut donc que les choses aient en elles-mêmes leur moteur, si l'on peut dire. Et ce moteur, c'est précisément la contradiction. Et c'est vrai également dans le domaine des sciences de la nature, pas seulement dans le domaine des sciences de la société ou de la culture. Et donc, va se développer chez Marx et chez Engels cette approche diamatérialiste, c'est-à-dire dialectique et matérialiste, de tous les phénomènes existants. Ça signifie que dans chaque domaine, il faut toujours partir des contradictions pour expliquer le développement des choses et la façon dont les contradictions elles-mêmes finissent par se dépasser à travers des sauts qualitatifs, ou si on veut être plus simple, par des révolutions. Deuxième aspect. Troisième aspect, donc, le marxisme, c'est aussi et surtout une grande découverte scientifique. Ce n'est pas seulement de la philosophie, c'est plutôt une philosophie adossée à une découverte scientifique. Marx est en quelque sorte, nous dit Engels, le Lavoisier de l'économie. Ce que Lavoisier a fait dans le domaine de la chimie, Marx l'a fait dans le domaine de l'économie, et comment l'a-t-il fait? Eh bien, il l'a fait dans son grand ouvrage Le Capital, où il a démonté de façon très précise le fonctionnement de l'économie capitaliste, et où il a en particulier analysé le fonctionnement de ce qu'on appelle la plus-value,
c'est-à-dire la manière dont les capitalistes, parce qu'ils possèdent les moyens de production précisément, parce qu'ils peuvent acheter la force de travail des prolétaires, qui eux n'ont que leurs bras ou leur cerveau pour vivre, qui n'ont pas les moyens de production, qui sont donc obligés pour vivre de vendre leur force de travail aux capitalistes, eh bien, sont exploités et produisent la base de ce qu'on appelle le profit capitaliste. Je ne peux pas développer plus que ça, il faut évidemment lire tous ces ouvrages, c'est quelquefois un peu compliqué. Et tout cela débouche, pour finir, sur quelque chose qui s'appelle le socialisme, ou, moi je préfère dire, le communisme scientifique. Ça ne veut pas dire que le communisme est scientifique au sens d'une recette qui marcherait à tous les coups, c'est pas du tout ça. D'ailleurs, la science, c'est pas une recette qui marche à tous les coups. Ça, c'est une vision très primaire, primitive de la science. Ça veut dire qu'il faut rompre avec une conception du socialisme qui domine encore aujourd'hui à gauche. C'est-à-dire, bon voilà, on constate que la société capitaliste ne marche pas, qu'elle est pleine d'imperfections, et par conséquent, on va se mettre à rêver à une société meilleure, et donc on va coucher sur le papier un certain nombre de mesures. Alors il faut le faire, parce que ça aide aux luttes de classe, parce que ça aide au développement des batailles revendicatives, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas le fond des choses. Le fond des choses, c'est qu'il faut comprendre à quel moment du développement de l'humanité nous sommes, et comment on peut prendre appui sur les contradictions de ce moment de la société capitaliste, pour ce qui nous concerne, pour arriver précisément à dépasser ce genre de choses, à aller vers une société sans classe. Et là, ça signifie qu'il faut avoir d'abord une vue claire du moment historique dans lequel on se trouve. Là, par exemple, nous nous trouvons dans une société capitaliste, nous ne sommes pas dans une société féodale, nous ne sommes pas dans une société esclavagiste au sens strict du terme, et ainsi de suite. Nous sommes dans une société qui porte en elle la contradiction entre la bourgeoisie et le prolétariat, et nous sommes dans une société qui a pour tendance fondamentale ou bien l'autodestruction de la société, ou bien son dépassement par la révolution socialiste. Si on ne comprend pas ça, on n'arrive pas à comprendre le sens de notre époque, à le comprendre d'une façon claire et précise. Et à partir de là, on ne peut pas s'orienter dans les batailles de notre époque. Donc le marxisme a pour but, au fond, de donner une sorte de boussole pour les luttes de classe, en quelque sorte. Et pour finir, je résumerai, ce communisme tel que le pensent Marx et Engels, ce n'est pas une doctrine philanthropique où quelques génies arrivent et disent aux gens, voilà, jusqu'ici, vous n'avez jamais compris comment il fallait faire marcher une société, moi je vais vous donner le bon mode d'emploi. Ça, c'est le socialisme utopique, avec tous ses mérites, il ne s'agit pas de le dévaloriser, mais enfin bon, donc en gros des recettes. C'est au contraire, de comprendre que le communisme, c'est la lutte de classe du prolétariat, menée jusqu'au bout pour une société sans classe. Et donc, à travers toute une série de phases qui sont incontournables, il faut renverser la bourgeoisie capitaliste, il faut s'approprier les moyens de production, il faut faire en sorte qu'à partir de là, la classe dominée puisse devenir classe dominante, ça s'appelle la dictature du prolétariat, qu'elle se donne les moyens à partir de là de construire une société socialiste et petit à petit, de jeter les bases d'une société dans laquelle disparaîtront les conditions de l'exploitation de classe, une société communiste. À partir de là, on a en quelque sorte, je dirais, une feuille de route, si l'on peut dire. Dernière chose que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que ça redessine, cet ensemble qu'on appelle le marxisme, redessine non seulement une doctrine, une nouvelle doctrine, mais surtout une nouvelle façon de faire de la philosophie, une nouvelle façon de faire de l'économie, une nouvelle façon de faire de la théorie. On remarquera tout de suite que les marxistes ne sont pas des pédants en chambre qui sont complètement isolés avec leur gris-gris théorique, si l'on peut dire. Ce sont des militants. On ne connaît pas de théoricien marxiste qui ne soit pas un militant. Et inversement, on ne connaît pas de militants communistes à notre époque qui ne soient pas aussi, y compris les militants tels que je les ai connus à l'époque où le Parti communiste français jouait encore son rôle, y compris les militants d'usine, les militants de quartier, etc., qui ne soient pas aussi, quelque part, des intellectuels et des théoriciens de la classe ouvrière, en quelque sorte. Il faut travailler, il faut étudier, il faut lire, il faut se construire sans arrêt de ce point de vue-là. Et effectivement, donc, c'est ce qui s'est passé. Marx et Engels n'ont pas été seulement de grands savants, ils ont été aussi, pour Marx, le fondateur de la première internationale, l'Association internationale des travailleurs, pour Engels, l'un des fondateurs de la seconde internationale, la deuxième internationale, qui a donné beaucoup au mouvement ouvrier avant malheureusement de dégénérer après la mort d'Engels, pour l'essentiel. Et inversement, on peut dire que la pratique, en gros,
des militants révolutionnaires en a été complètement transformé, puisqu'ils sont devenus aussi, quelque part, je dirais, des militants des Lumières. C'est-à-dire que les militants ouvriers sont aussi des militants de la science, des militants de l'esprit des Lumières. Ici, nous sommes, j'avais commencé par Diderot, je finis par lui, nous sommes dans la lignée des encyclopédistes, mais plus des encyclopédistes bourgeois du XVIIIe siècle, des encyclopédistes en quelque sorte prolétariens. Hein. Et notamment, c'est la fameuse phrase de Diderot qui disait « hâtons-nous de rendre la philosophie populaire ». Une dernière petite chose, le marxisme ne s'est pas évidemment arrêté avec Marx et Engels, le marxisme a continué comme toute approche scientifique vivante, et donc nous verrons dans une vidéo ultérieure qu'à notre époque le marxisme peut prendre pour nom marxisme-léninisme, et que deuxième chose, effectivement, j'aurai le temps de le développer par ailleurs, il n'est pas nécessaire de sortir du marxisme pour aborder les questions modernes, celles qu'on appelle les questions sociétales, et notamment qu'on trouverait dans Marx et dans Engels les bases de ce qu'on pourrait appeler un féminisme rouge ou d'une écologie révolutionnaire. Mais je ne vais pas développer ça pour l'instant. Simplement à titre bibliographique, vous pouvez lire, si vous le souhaitez, donc un petit ouvrage de Lénine qui s'appelle tout simplement Karl Marx et sa doctrine, hein, qui résume pas très bien tout ça. Bien sûr, il faut lire le manifeste du Parti communiste, et peut-être aussi, si on veut résumer un petit peu les choses, un texte d'Engels qui s'appelle L'anti-Düring, qui a été écrit contre un certain Düring et qui est un exposé systématique des principaux points du marxisme. Voilà. Parfait, merci beaucoup Georges. Voilà, vous avez déjà un peu de lecture d'ici la prochaine fois. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Et donc la prochaine fois, donc la semaine prochaine, on abordera le léninisme. Donc on expliquera ce qu'est le léninisme. Merci pour votre écoute et à bientôt.